Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street. C'est aujourd'hui comme tous les samedis et ça c'est notre émission spéciale et préférée du week-end, c'est le crypto rapport. Alors ici on va revenir sur tout ce qui est principalement news et catalyseurs concernant le Bitcoin et le blockchain aussi en général. Ok, donc voilà, donc pour tout ce qui est des liens de toutes les pièces informatives hein, que je vais commenter et que l'on va analyser ici ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en description de vidéo. Et donc, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube, je vous invite réellement à regarder tout ce que l'on a en archive. Donc, c'est le Trading Wall Street TV. Et ici, vous avez, comme tous les jours, on fait un crypto trading. Donc, on analyse différentes cryptos, donc principalement ce que j'ai en portefeuille et ce que les clients aussi ont en portefeuille, réellement ce qui est intéressant. Donc, c'est principalement entre 20 et 25 cryptos, donc celle du top 20, du top 30. Et donc, on amène nos analyses hebdomadaires là-dessus. Et en plus de ça, on a des pièces informatives, des vidéos de conseils comme celle-ci que je conseille réellement. Ici, regardez là, parce que là, vous avez le conseiller du JCTune, donc JCTune qui est ma boîte de recherche et d'analyse. Et ici, ben, vous avez notre conseiller, donc qui est un ancien de Wall Street, de la City, qui a travaillé un peu partout, qui est là, il nous donne des conseils et qui vient une fois par semaine, ben, avec qui on partage nos générations d'idées, mise au point du système, stratégie d'intervention et tout conseil de ce que lui il aurait pu vivre durant ces 3 décennies. Donc je dis bien plus de 3 décennies, donc c'est-à-dire plus de 30 ans passés dans les marchés financiers à un très haut niveau. Ben ça apporte réellement pas mal de choses, ça fait toute la différence. Et donc là, ben voilà, nous on peut réellement avoir de bons conseils et mettre notre stratégie sur pied. Donc bien évidemment aussi, en plus de cela, ben, si vous en voulez plus, vous pouvez venir au www.jctune.com et là avoir plus d'informations sur les services et les solutions comment dire que nous on apporte. Ok, donc là on reviendra dessus demain. Aujourd'hui, ce n'est pas ceci. Aujourd'hui, on s'attarde réellement sur tout ce qui est euh, Bitcoin et les news. Et comme vous l'avez vu, on a eu énormément de news. Voilà, excusez-moi, petite pause mouchoir. Donc, on a eu énormément de news. Et numéro 1, la news numéro 1 que l'on a eu, c'est quoi? Et ben là, c'est la baisse. Rappelez-vous, ça fait un bout de temps que nous, donc tous ceux qui est ici abonné au canal hein, et ceux qui êtes très actifs et vous savez exactement ce que l'on suit lorsqu'on fait notre émission du dimanche et pratiquement tous les jours on passe en revue toujours ce qui se passe au niveau du Bitcoin vu que le Bitcoin ben, nous on le prend comme notre indicateur de tout l'écosystème crypto et vous voyez maintenant qu'on a eu peine à passer la zone des 10 000 donc vous avez vu qu'au niveau quotidien on regardait cela donc on reviendra dessus demain avec bien plus de détails et on a rejeté les 10 000. On était dans un trading range entre 10 000 comme résistance et 9 200, on va dire les 8 800 comme support, qui étaient des anciens niveaux de points pivot, donc résistance support passé. Et maintenant, on va dire courant de mois de mars. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est au-dessus, on est juste au 8 200. Et bon, là, j'ai un graphique devant moi, mais là, on le regardera demain. Donc là, ne vous inquiétez pas. Devant moi, les 8200, c'est la zone de la moyenne mobile de 50 jours exactement. Et donc, au niveau de retracement de Fibonacci, si on prend les 6500 comme point d'inception, donc fin avril, là, maintenant, on est à 50% de retracement exactement. Donc, vous voyez que là, on est en train de rejeter ce niveau haut. On est revenu dans un canal intermédiaire qu'on avait au niveau baissier. Et donc là, on pourrait aller bien plus bas. Mais, il y a pas mal de choses à tenir en compte. Et c'est pour ça qu'on va commencer l'émission ici par tout ce qui est Wall Street et catalyseur de Wall Street et ainsi de suite. Pourquoi on est au mois de mai? Et au mois de mai, il va y avoir la grande conférence, donc toute une semaine entièrement dédiée à tout ce qui est blockchain et crypto, donc Bitcoin bien évidemment. Donc vous allez voir qu'il se passe énormément de choses et on est à un point réellement critique ici au niveau des cryptos, même pas, je dirais pas critique, mais oui, critique dans le sens où c'est un point dans l'histoire, c'est un point dans l'année qui est super important. Ici, il y a beaucoup de choses qui vont se décider, surtout cette semaine-ci. Donc, vous savez, ça fait longtemps qu'on est en train, comment dirais-je, de suivre cela. Ok? Donc, voilà. Donc, maintenant, on va numéro un commencer par décortiquer cette baisse. Donc, rappelez-vous que nous, techniquement, ça fait déjà un moment qu'on est en train d'analyser ce qui se passe au niveau de la baisse. On avait vu le niveau des 10 000 comme résistance et on avait déjà anticipé déjà cette baisse, retourner vers d'anciens points pivots comme c'est les niveaux. Donc là, je vous le donne, là, ce que je vois à l'écran, les niveaux des 8 000. Donc là, vous voyez qu'on est qu'à 200 dollars de ces niveaux-là. Donc cette baisse, on avait déjà vu. Donc ça équivaut à 50% de notre retracement de Fibonacci. Et si on voit plus bas, c'est les 62%, donc les 8 000 dollars pile poil. Là, on est juste sur les 8 200. C'est 50% de notre retracement de Fibonacci par rapport à, comment dirais-je, par rapport à un niveau des 6400. C'est quoi, attendez. On n'est pas
Voilà, comme je le disais, on n'est pas dans la journée technique, mais bon, vu que je suis en train de parler, je parle de chiffres, ainsi de suite, et bon, peut-être c'est la première fois que vous voyez la vidéo, vous dites, ah, bah, tiens, bah, lui, de quoi il parle, ainsi de suite, il me donne des chiffres et je vois pas, donc voilà. Donc nous, ça fait déjà un bout de temps qu'on avait vu déjà ces niveaux-ci. Vous voyez qu'on était dans ce trading range là. Vous voyez qu'on a les moyennes mobiles que je venais de vous citer et ainsi de suite. Et maintenant on est juste là. Donc là vous voyez qu'on avait déjà un point pivot ici. On en avait un autre là et un autre un peu plus loin. Donc vous voyez que ce n'est pas un niveau qui est anodin pour nous. On est au niveau des 50% de retracement et on est là. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une news, une pièce informative. Donc regardez bien le niveau auquel on est. Donc on peut baisser ici, atteindre les 8000. Donc vous voyez que c'est déjà une zone qui était déjà connue. Et nous, ça fait déjà un bout de temps qu'on avait analysé ça sur base de notre mouvement Fibonacci. Donc inception du mouvement ici, les 6400, 6500, boum, atteindre les 10 000. Et depuis là, on est en train de céder. Donc, vous voyez que maintenant, techniquement, on avait déjà vu cela. Donc, rappelez-vous, donc là, on va dire que l'analyse technique s'est devancée à ce qui était fondamental, catalyseur, ainsi de suite. Et là, hier, il y a eu cette news. Donc, on est le 12, samedi 12 aujourd'hui. Hier, la news du 11 mai. Et on parlait ici, ben voilà, on voyait de quoi? Ben, des pertes de 50 milliards au niveau, dans tout l'écosystème crypto. Donc, migration de capital, donc sortie du capital massif. Donc, vous voyez le prix exactement que l'on est maintenant, les 8250. Et on dit, bah, le Bitcoin, le prix du Bitcoin tombé et d'autres altcoin aussi, hein. Donc là maintenant, ici, ça a été intéressant. Donc ça c'était mon partenaire consultant de Suisse, hein, donc de Genève, qui m'a envoyé la news hier soir, vu que cette semaine on est en train d'échanger pas mal d'emails parlant un peu de tout ce qui était crypto, ainsi de suite et tout ça. Et là, il m'a envoyé cette news-là sur laquelle moi, je n'étais pas tombé et lui, il me l'a envoyé. Il m'a dit, bah tiens, bah, regarde ce qui se passe et tout bazar, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Et je lui dis, ah bah tiens, waouh, c'est vrai que bon voilà, moi j'ai pas vu cette news. Et personnellement, d'un autre côté, ben voilà, c'est des choses que nous déjà on est en train de regarder, nous techniquement, donc ici, donc tous ceux qui suivaient le canal, vous voyez que tous les jours, on a toujours notre graphique technique sur le Bitcoin, on fait toujours le point là-dessus. Et ici, rappelez-vous que nous, on a anticipé le mouvement sans pour autant savoir ce qu'il y avait d'un point de vue technique. Nous, donc attendez, on va retourner au graphique. D'un point de vue technique, nous, en voyant cela, donc là, comme je vous le disais, si on atteint ces niveaux-ci, eh ben là, quoi, pas mal de personnes qui sont rentrées ici vont penser à prendre leurs bénéfices. Et là, c'est ce qu'on voit là. On avait bien plus de pression baissière que haussière à ce niveau-ci. Et d'un autre côté, vous voyez que hier, donc après une semaine, enfin une ou deux semaines, enfin on va dire, on va prendre la semaine qui vient de s'écouler, après notre semaine à nous d'analyse et déjà de prévision, d'anticipation de ce mouvement baissier, ben, il y a des news qui arrivent et maintenant quoi? On attribue, donc là comme vous allez voir, vous avez l'article ici, hein, cet article attribue la baisse du Bitcoin à quoi? À, encore une fois, l'histoire de MTGOX et il y a eu il y a eu une descente de police dans les quartiers généraux de l'exchange sud-coréen Upbit. Donc Upbit et MTGOX reviennent encore dans les news. Donc ici au niveau de MTGOX, rappelez-vous que MTGOX, si je ne me trompe pas, il y a encore 200 000 Bitcoin qui, après le problème qu'il y a eu avec cet exchange, c'est sous la tutelle des avocats et ils devraient commencer à, comment dirais-je, à les liquider petit à petit. Donc maintenant, il y a eu quoi? Il y a eu une vente de 8000 bitcoins apparemment à partir d'un des wallets sous, comment dirais-je, en possession des avocats et de la justice et ainsi de suite. Il y a déjà, donc déjà ici, donc je reviens sur 8000 bitcoins déjà qui auraient été vendus, plus encore la descente sur l'exchange Upbit. Maintenant là, pourquoi est-ce que c'est grave? Pourquoi est-ce que là réellement ben, on souligne ceci? MTGOX et Upbit, pardon, il y a des problèmes liant les deux exchanges, donc blanchiment d'argent, fraude et ainsi de suite et tout ça. Donc maintenant, il y a eu une saisie qui a eu lieu. Donc la police a saisi, les ordinateurs a saisi le relevé des transactions pour voir, ils vont faire ce qu'on appelle les forensics, donc l'analyse forensique. C'est quoi? C'est ce que vous voyez un peu ouais, dans les CSI, hein. Donc là, les forensics, c'est quoi? Bah, c'est revenir et tenter de reconstituer, on va dire, pas la scène du crime, mais le scénario. Et ici, c'est tenter de reconstituer, en s'aidant de toutes les transactions, bah, voir s'il y en a eu qui ont été frauduleuses. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc voilà ce qu'on appelle le forensic analysis. Donc revenir sur toutes les transactions qui ont été faites et voir s'il y a des anomalies. Donc là, c'est ce qui se passe. Si anomalie il y a et qu'ils en trouvent, bah, Upbit serait un exchange qui serait fermé et très mauvaise réputation et directement, bah, il y a un impact. Hein. Donc ça rebondit directement sur MTGOX. Mais maintenant, vous voyez qu'au niveau comment dirais-je, du marché sud-coréen, c'est un marché qui est super important. Pourquoi? Les personnes, enfin, tous traders et investisseurs basés en Corée du Sud et qui opèrent à travers des exchanges sud-coréens, là-bas, il y a énormément de volume, ils payent énormément de premium. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des exchanges qui sont super importants. Tout le volume crypto, rappelez-vous, c'est en Asie. Et ben voilà, là, il y a il y a encore une news qui vient d'arriver ici sur Upbit et MTGOX, ben voilà, qui parle des deux à partir de Global Coin Report. Et donc là, bah, c'est quoi? Ben, c'est directement ben, l'investigation qui est ouverte. Donc là, ça peut avoir une mauvaise répercussion. Pourquoi? Et je m'explique. Si Upbit est un exchange qui a été affecté et que l'on voit qu'on évidemment ben, les dirigeants ont participé à la fraude, qu'est-ce qui se passe?
tous les traders sont en train de liquider leur position à travers Upbit ou réellement retirer leur cash ou retirer leur crypto pour aller commencer à opérer ailleurs. Et c'est un exchange qui est important, il y a quand même énormément de volume là-dessus. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire en sorte que tout le monde va bouger, hein. D'après la news que j'ai sous les yeux, donc là maintenant en direct ici, c'est quoi? On parle de Upbit sous investigation au niveau de la manipulation qu'il y a eu au niveau du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, Bitcoin Cash, etc. Et juste en dessous, une news qui arrive au niveau de MTGOX. Donc là maintenant, le Bitcoin dumping qui a eu, qui est arrivé, comment dirais-je, donc cette news liée à ce qui se passe avec, donc entre MTGOX et Upbit. Donc vous voyez que les deux exchanges, on va dire que les dirigeants, les personnes qui auraient perpétré la fraude étaient en train de travailler en synergie. Donc là-dessus. Donc vous voyez que là, vous voyez que nous, techniquement, on a vu quelque chose, on a déjà vu qu'il allait y avoir un mouvement, et vous voyez que maintenant, le marché vient, on va dire, en gros, il y a un catalyseur qui vient après. Et ce catalyseur appuie, comment dirais-je, cette baisse que l'on voit, nous, ici. Donc rappelez-vous, nous, ça fait un bout de temps qu'on voit ça. Et maintenant, on attribue ça, surtout cette bougie ici, cette grosse bougie rouge ici, on l'attribue à la news que vous voyez ici, donc Upbit et MTGOX, la fraude et la descente policière là-bas, donc entre MTGOX et Japon et Upbit, c'est Corée du Sud. Donc vous voyez, ça arrive souvent, vous allez voir qu'il y a il y a un patron qui est en train de se dessiner, il y a une probabilité de mouvement, on se dit, bah tiens, rappelez-vous, nous on le fait souvent, donc je dis avec la target qu'on avait, c'était quoi? C'est cette moyenne mobile ici, et le niveau doré, donc les 8200, et cette moyenne mobile ici, on est en journalier, c'est celle de 50 jours. Donc nous, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on le dit, donc vis-à-vis juste tout simplement, bah tiens, du spread qu'il y avait entre celle de, ça je me trompe pas, c'est 100 jours, ouais, de 100 jours et 50 jours, je dis, bah tiens, si on va en dessous, on va arriver là. Et donc là, ça fait une semaine que j'en parle, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une news qui arrive, et comment dirais-je, avec cette news, c'était le combustible nécessaire pour faire les derniers kilomètres, enfin parcourir la dernière distance, le peu de distance qu'il nous fallait pour arriver des 8800, atteindre des 8200. Donc vous voyez, ça, souvent, ce sont des choses qui arrivent. Comme je vous l'ai dit, et vous m'entendez le dire souvent, il peut y avoir un mouvement sur le marché. On n'a pas encore de raison avec ce mouvement, on n'a pas commencé hier, hein. Donc ça, c'est juste, donc cette bougie ici, ça c'est Upbit et MTGOX, mais le mouvement a commencé déjà depuis là, on voit déjà cette baisse. Donc là, on voit que nous, on a une autre interprétation, vous voyez déjà depuis là, j'ai déjà cette flèche rouge. Donc ça fait déjà pas mal de temps déjà qu'on voyait cela, pas mal de temps déjà qu'on a le Fibonacci et pas mal de temps qu'on s'attend à voir ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On avait même plus en plus de cette flèche pointillée qui est ici, qui pointe réellement vers des niveaux bien plus bas. Et vous voyez que maintenant, bah tiens, je sais pas, 2 semaines après, que nous, on était déjà en train d'anticiper ce mouvement, bah, il y a une news qui arrive. Et là, c'est le catalyseur parfait qui donne, comment on dit, ce petit coup de pouce en plus pour amener cela là. Donc, vous voyez, ce sont des choses que vous pouvez voir souvent. C'est-à-dire, il y a un mouvement baissier et ensuite, on peut y attribuer n'importe quel catalyseur. Ah, tiens, il s'est passé là-bas, bah tiens, ça va être la raison de. Non, le mouvement est commencé bien au-dessus. Là, si vous regardez, si vous vous rendez bien compte, le mouvement ici avec MTGOX, c'était de 9000 à 8200. Donc, c'est juste 800 dollars de partie. Ouais, donc là, c'est ça. OK? Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Et donc voilà. Donc ça, d'un côté, c'était, on va dire, la grosse news globale. Maintenant, on va à autre chose. Et on va voir ici un article de CNBC dans lequel on revient sur le pourquoi du comment le Bitcoin après cette baisse. Donc rappelez-vous, on est dans ce mouvement baissier. Ça pourrait encore aller bien, bien, bien plus bas. Mais après, qu'est-ce qu'on a? On a la Blockchain Week à New York. Donc qui dit New York dit Wall Street. Qui dit Wall Street dit tous les investisseurs institutionnels, ceux de Silicon Valley, les venture capitalistes, ainsi de suite, c'est le pont qui est entre les deux, hein. Ils seront tous là durant cette conférence, blockchain, crypto et tout ce que vous voulez. Et là, bien sûr, il y a pas mal d'analystes qui ont fait, on va dire, qui ont fait le quoi? Qui ont fait, qui, selon leur analyse, voient toujours que, tiens, après, comment dirais-je, cet événement, bah tiens, il y a eu telle montée. Et maintenant, cet événement est en train de grandir de plus en plus. Qu'on voit ici, c'est un consensus. Donc, rappelez-vous, c'est un mot que vous m'entendez souvent dire, que Wall Street bouge en consensus. Donc, après ce qu'on appelle le consensus events, on voit toujours qu'il y a quoi? Que d'année en année, il y a de plus en plus de participants. Ouais. Vous voyez que là, comme on dit, en 2015, ça avait commencé avec 1500 personnes. Ensuite, c'est allé à 2700 personnes. Ensuite, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et maintenant, on va dépasser les 8000, voire les 10 000 personnes. Donc, il y en a de plus en plus qui sont en train de venir. Et donc, ça fait de plus en plus de capital. Donc, vous voyez que là, maintenant, bah, il y a ça. Donc, d'un côté, vous voyez cette forte baisse qui est en train de se passer. Donc, là, on revient sur les graphiques rapidement pour le voir. Donc, une forte baisse qui est en train de se passer. Et d'un autre côté, les ténors du capital
Quand je dis les ténors du capital et des capitaux, donc, enfin plutôt des capitaux, donc c'est-à-dire ceux qui ont l'argent nécessaire pour investir, tous ceux qui sont les PM, donc les portfolio managers, les hedge fund managers, donc tout le gratin de Wall Street. Donc imaginez-vous les représentants de George Soros, des Venrock, donc de la famille Rockefeller, ainsi de suite, tous ceux qui ont les leviers, hein, donc comment dirais-je, qui peuvent actionner les robinets, donc qui ont la main mise sur le bouton pour dire oui, in ou non, on est out. Tout cela vont tous se rencontrer ici à Wall Street et c'est une semaine. Donc à partir de demain, dimanche 13, donc je pense que ça a déjà commencé ce week-end, déjà un prêt, vu que là je regardais Bloomberg, on en parlait déjà qu'il y a déjà 2 jours préliminaires à cela. Donc aujourd'hui, samedi, demain, dimanche, et ensuite à partir de lundi, ben, les conférences vont commencer à avoir lieu. Donc là, il y aura tout le monde, de chez tout le monde, de chez tout le monde, et avec ça, rajouter ce qu'on avait vu la semaine passée, donc Goldman Sachs qui lance son trading desk, ainsi de suite. Donc ça va être quelque chose d'énorme. On voit là, le capital, il est là, il est prêt. Mais, maintenant, je dis bien mais, est-ce que les niveaux que l'on est en train de voir maintenant sont-ils des niveaux qui sont optimales pour eux? Rappelez-vous, on parle souvent de consensus. Et même, c'est marrant, le nom de leur réunion, c'est quoi? C'est le consensus, ils appellent ça comme ça. Donc rappelez-vous que c'est un consensus. Wall Street bouge en consensus. Donc l'événement consensus, ben, c'est ça. Ils vont prendre une décision unanime et ensuite, ben, chacun d'entre eux aura son plan et sa stratégie d'intervention. Et maintenant, ben, voilà, par rapport au niveau que l'on est en train de voir, eh ben, est-ce que ces niveaux-ci ben, sont optimales pour eux? Donc on va dire maintenant les 9000, ainsi de suite. Et ce catalyseur, je veux dire qu'il arrive, il tombe pile poil, il arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que si ça s'aggrave et qu'on y donne encore bien plus d'importance que ça, même pas bien plus d'importance que ça, que on grossit l'affaire, on va pouvoir voir un sell-off qui, à mon avis, ne fait que commencer. Donc, vous voyez que la thèse que j'étais en train de soutenir déjà depuis un bon bout de temps, qu'on pourrait voir des prix encore aller bien plus bas. Ici, déjà, numéro 1 est reparti pour retester. Vous voyez que si on passe cette moyenne mobile-là, il n'y a plus rien d'autre qui. Y a plus rien. Vous voyez qu'il n'y a plus d'autres moyennes mobiles. Elles sont toutes ici au-dessus. Les moyennes mobiles les plus importantes. Et ici, on n'a rien du tout. Donc là, directement, ça fait quoi? Boum, on va directement retester les 6500. Donc ça, c'est qu'une question. Ouais, une bougie de ce genre ou 2 autres comme ça et c'est parti. Donc là, directement, on revient dans cette zone des 6500. Et ça, cela peut se passer durant toute cette semaine-ci. Rappelez-vous, c'est pas parce qu'il y a là le consensus week de Wall Street que directement, bah, tiens, dès lundi, ça commence. Et lundi même, ils sont tous là avec leur tablette ou bien avec leur téléphone en appelant les gestionnaires de fonds. Ils disent, allez, ok, vas-y, ouvre le compte à Circle ou va à Coinbase ou va à Gemini et vas-y, achète. Non, ça va pas être comme ça. Là, rappelez-vous que ce sont des institutions, elles sont régulées, c'est-à-dire qu'elles ont des lois, elles doivent opérer, elles ont un certain modus operandi, donc la manière dont ils vont opérer, leur stratégie d'intervention, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Oui, il y a pas mal de choses qui doivent avoir sous contrôle afin de rentrer. Donc là, on va commencer à le voir. Et c'est pour ça que durant ce temps-là, si on prend les news qui sont en train de se passer en Asie, comme on a vu MTGOX, Japon, BIT en Corée du Sud, le sell-off, il peut encore continuer et on peut encore aller plus bas. Et rappelez-vous déjà ce que je vous avais montré à un moment donné. Là, c'est peut-être extrême, mais tout est possible. Rappelez-vous, on doit se préparer à ça, voir des niveaux plus bas. Rappelez-vous que l'historique du Bitcoin, c'est des crashs de 90%. Donc de 20 000, 90%, ça nous donne exactement les 2000. Et donc là, par rapport à la WEC, on rejoint sur pas mal de choses. Donc ça peut être 2000, comme ça peut être 1000 selon l'intelligence de Bloomberg. Ça peut être 5000 pour certains qui peut être un niveau clé. Pour certains, même 8000, c'est un niveau qui est parfait. Pour d'autres, ça peut être plus haut. Donc vous voyez que maintenant, là, le Bitcoin vient de franchir un cap dans lequel ben, sa descente peut être rapide, où il peut se maintenir où il est, pardon, où il peut recommencer à monter. Là, on n'en sait rien du tout. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'analyser la chose. Ce qu'on a anticipé à notre niveau, on a pu l'anticiper, on le voit, on a vu ce retracement, ce mouvement, et maintenant, on y a collé une news, ce qu'on a vu ici avec BIT et MTGOX, mais à partir d'ici, maintenant, ce n'est plus dans notre pouvoir. Nous, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est analyser, regarder où ça se passe et avoir une stratégie d'intervention. Rappelez-vous qu'on n'a pas le capital nécessaire, nous, pour faire bouger le marché. Ceux qui l'ont, maintenant, vont se rencontrer tous ensemble. Ils vont tous être ensemble durant une semaine. Donc, ce qui se passe là-bas, non. Et lorsque vous regardez la participation pour des billets pour ce type d'événement, c'est ultra cher. Les participations pour ce type d'événement, ça va de 2000 à je ne sais pas combien de milliers de dollars. Donc, entre 2 et 5000. Ceux qui rentrent avant, oui, ok, ils ont quelque chose pour pouvoir y participer. Et en plus de ça, il y a des événements VIP. Donc, c'est-à-dire un spécialiste blockchain ou un consultant blockchain, on va dire dîner avec telle ou telle personne. Et là, il y a ça aussi. Donc là, c'est à part. Donc, vous voyez, ça va être une semaine ultra chargée. Donc, ce qui va se passer là-bas, ce qui va se dire, ce qui va se commenter et comment les choses vont bouger, bon, on n'en sait rien. Rappelez-vous qu'il n'y aura pas que des gros hedge fund managers aussi, il y aura aussi les boss des exchanges qui vont être là.
il y aura des personnes, de ceux qui sont là pour réguler, enfin il y aura tout le gratin et des personnes même que l'on ne connaît pas qui ne vont pas être là. Hier je regardais un Bloomberg et il y a Mike Novogratz qui sera là comme l'un des conférenciers, donc un des speakers là-bas. Très important et lors de la vidéo, je l'ai ici, je vais vous la partager ici. Il était super super excité, ambitieux et avec toutes ces émotions, ainsi tu dis non, là on va faire quelque chose de grand, c'est le moment pour qu'on soit tous dedans. Comme il dit, son but à lui c'est de convaincre un maximum de, comment dirais-je, de ses collègues. Et vous allez voir le point clé sur lequel il est en train de jouer, qui selon lui est une stratégie qui va attirer un capital fou dans Wall Street et il a la solution et là on va le voir ici. Ok, donc là je vois que je me suis attardé longtemps là-dessus, mais c'est super important et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce crypto rapport, c'est 100% Wall Street. Donc on a directement commencé par les banquiers parce que dans le reste du monde il ne se passe rien, mis à part ce qui s'est passé en Asie. Donc très important ce qui s'est passé en Asie. Donc là, ce sont les deux endroits les plus importants. Les trois endroits les plus importants, bah, c'est l'Asie. Donc j'ai le numéro un, l'Asie et les États-Unis. Pourquoi? L'Asie au niveau des pays les plus importants. Hein. Donc ceux qui ont les Global Crypto Research, vous savez que c'est le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. C'est les trois pays les plus importants maintenant au niveau des cryptos. Ok, et vous pouvez prendre tout ce qui est, on va dire, chinois, île, mais Chine, juridiction, on va dire non communiste, on va dire ça comme ça, donc tout ce qui est Hong Kong et les endroits autour, hein, Taïwan, Singapour, et ainsi de suite et tout ça. Ok, mais bon, voilà. Bon, maintenant, on a vu un peu le catalyseur, on voit un peu ce qui se passe au niveau du mouvement, on sait ce qui va arriver. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a les super riches seraient en train de stocker plus de 10 milliards de Bitcoin dans un bunker. Et ça, c'est super, super, super important, cette news. Pourquoi? Il y a une compagnie ici qui s'appelle Chapo. Et vous voyez que cette compagnie-là, c'est une compagnie latino-américaine, mais elle est backée par d'énormes personnes de Silicon Valley, par pas mal de personnes de Wall Street, et notamment un nom qui sort ici, c'est quoi? C'est Mike Novogratz. Mike Novogratz est l'un des backers de cette compagnie, de cette startup ouais, qui vient d'Argentine. Et ici, donc voilà, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Eh ben, c'est un bunker, donc situé à je ne sais pas combien de mètres sous terre. Et là-dedans, il y a tout ce qu'on appelle des cold wallets. Rappelez-vous, il y a une différence entre les hot wallets. Donc ici, attendez, on va le souligner, mais on va pas aller à la feuille. Attendez, on va pas aller à la feuille ici. Voilà. Vous avez la différence entre ce qu'un hot wallet versus ce qu'on appelle un cold wallet. Le hot wallet, c'est ce qui est, on va dire, online. C'est quoi? Lorsque vous avez votre wallet qui est votre wallet web, ou bien à travers un exchange, c'est ce qu'on donc tout ce qui est online, c'est ça. Et tout ce qui est un cold wallet, donc vous voyez, c'est ce que fait ce monsieur ici Novogratz. Et ça, c'est tout ce qui est offline. Donc c'est quoi? Ce sont tous les nano ledger, donc les dispositifs, un disque dur ou imprimer directement votre private key sur un comment dirais-je, sur une feuille ou quoi que ce soit et garder ça en dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces cold wallets ici, cette compagnie ici que vous voyez ici, donc cette compagnie d'Argentine qui s'appelle Chapo, que vous voyez ici, qu'est-ce qu'elle fait cette compagnie? Ben, tous ces cold wallets, elle les garde dans un bunker. Donc très 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 loin sous terre, elle les garde là-bas. Donc dans des coffres forts, comme avant, ouais, à l'époque on avait des coffres forts où on gardait les billets de banque et les bons d'État et les bijoux des super riches, enfin les bijoux d'une très grande valeur, la Joconde, tout ce que vous voulez. Ben maintenant on garde les cold wallets. Donc vous voyez que le monde a évolué. Donc maintenant, ben, un disque dur, un pendrive, une feuille sur laquelle sont imprimés des private keys valent des milliards. Et donc là, c'est ce qui se passe et cette compagnie est en train de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est super important cela? Parce que rappelez-vous que, imaginez-vous une personne qui a la fortune d'un Jeff Bezos, donc l'homme le plus riche du monde, ou d'un Warren Buffett, ou d'un Bill Gates, ainsi de suite. Maintenant, ben, à l'équivalent ou la moitié de sa fortune mis en Bitcoin ou quoi que ce soit, et vous pensez qu'il aimerait et qu'il se sentirait en sécurité en gardant cela chez lui. Donc on a déjà vu énormément de cas de fraude. Vous avez des personnes qui ont été séquestrées et ainsi de suite, et en échange de quoi, enfin, pour leur redonner leur liberté, bon, leur demander accès à leurs private keys et qu'ils fassent des transferts de Bitcoin, ainsi de suite. Et pas mal d'investisseurs, comme le souligne ici je vais dire Warren Buffett, pardon, Mike Novogratz, ben, parlait de cela, il disait, bah, tiens, le gros problème qu'il y a pour les multimilliardaires et tous ceux qui sont en train de garder leur argent, bah, c'est le stockage. Vu qu'on a beaucoup de cas de hack au niveau des exchanges, on a des wallets qui sont défectueux, qui ne sont pas encore 100% au top, hein, donc certaines versions bêta, même si ça vient de super grandes compagnies, mais il nous faut quelque chose. Donc il nous faut le safekeeping et selon Mike Novogratz, la clé de l'entrée massive de capitaux de Wall Street là-dedans, ce serait leur donner un service de custody.
Donc le custody, c'est quoi? L'assurance et la sécurité. Donc rappelez-vous que même au Japon, il y a des grosses banques maintenant qui commencent à offrir ce genre de service. Rappelez-vous, CoinCheck, les 500 et quelques millions de dollars qui avaient été volés en valeur de NEM, ainsi de suite. Donc là, il y a maintenant beaucoup de projets blockchain et des startups sont en train de se diriger fortement et massivement vers le côté sécurité du blockchain, sécurité des cryptos et ainsi de suite. Vu que ça, c'est ce qui va, on va dire, réconforter, satisfaire la demande des multi-riches, super riches et de tous ces hedge fund managers et tous ce gratin de Wall Street, et il leur faut la sécurité. Et c'est ici que Chapo intervient. La compagnie ici, Xapo, c'est là qu'elle intervient pour faire des déposits réellement sécurisés, encore bien plus sécurisés qu'une banque. Et en gros, bah, ce serait ça. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de gros noms, hein, comme vous voyez là-dedans. Donc vous voyez d'autres grosses compagnies, des compagnies de Silicon Valley. Vous voyez ici Grayscale. Donc rappelez-vous, Grayscale, c'est quoi? C'est l'ETF, hein, donc le GBTC, qui a cette crypto. Et encore CoinChange, ce serait quoi? Ben, eux, une fois que ce fonds va acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ben, tout est sauvegardé, pas dans l'exchange, donc pas à Coinbase ou à Gemini ou quoi que ce soit, c'est mis dans des cold wallets. Donc voilà. Donc là, vous voyez ici un des réseaux souterrains de Chapo dans lesquels ben, voilà, toutes ces cryptos sont stockés. Donc c'est quelque chose de super, super, super important. Et donc ça, selon Mike Novogratz, ça c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, enfin l'une des clés qui va permettre cela. Et ça s'appelle bel et bien, comme vous l'avez vu, le cold storage. Donc c'est ça. Ok, donc ça c'est super super important de voir ça. Donc cet article revient dessus, celui de Bloomberg revient dessus. Et maintenant, comme c'est que moi j'aime bien aller au fond de la recherche et voir le tout. Et ce qu'il y a, ben, vous avez la vidéo qui accompagne cela, donc celle de Bloomberg Télévision. Donc vous voyez là, on vient de la voir. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous aurez là, comment dirais-je, Mike Novogratz qui lui-même sera en train d'en parler. On a une vidéo ici quelque part où il en parle. Ok, donc là c'est ça, donc la clé. Retenez bien le nom de cette compagnie. Maintenant, on continue. Et ici, vous voyez que ça c'était un événement qu'on a eu cette semaine-ci, hein. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et ici, on revient sur, on a qui? On a Warren Buffett, Charlie Munger et, comment dirais-je, Bill Gates. Et on sait que ces deux messieurs ici, pourquoi c'est très important de voir cette vidéo? Ces deux messieurs ici représentent l'ancien ordre, donc l'argent qui était établi à travers Wall Street. Ça, ce sont les piliers de Wall Street. C'est comme la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, le monument des Champs-Élysées, ils ne bougeront pas. Eux, ce sont des personnes, rappelez-vous, Warren Buffett, c'est l'investisseur number one au monde. Charlie Munger, c'est son conseiller, donc lui aussi sont des multimillionnaires. Il y a eu comment dirais-je, la publication des earnings, donc des bénéfices de Berkshire Hathaway, la lettre aux investisseurs. Et rappelez-vous, eux, ce sont les gars qui ont, entre parenthèses, hein, le flair, donc c'est quoi, 94 ans et l'autre 87 ans. Warren Buffett, c'est le plus jeune des deux, qui ont le flair pour faire quoi? Ben, rendre tout le monde riche et d'être les personnes qui vont dénicher les bons coups d'investissement. Quoique, je vous le rappelle, ils ont raté Microsoft, ils ont raté Apple. Bon, Apple, ils rentrent tardivement et ils ont raté Amazon. Donc, vous voyez que ce sont des personnes de l'ancien ordre, ils ne comprennent rien à tout ce qui est technologique. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, vous voyez ils ont pas mal critiqué tout ce qui est Bitcoin, ainsi de suite et tout ça, tout simplement parce qu'ils ne comprennent rien. Eux, ils sont investis dans des compagnies, on va dire, d'autobus, dans Procter Gamble, donc il fait tous des produits ménagers, enfin les produits d'utilité quotidien. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'eux ils comprennent, et d'énormes critiques vis-à-vis du Bitcoin, des cryptos, blockchain, ainsi de suite. Et pour eux, c'est ce côté décentralisé qui n'aiment pas. Pourquoi? Bah, ça attaque directement leur business model. Rappelez-vous que eux, ce sont les ténors, ce sont les doyens du monde centralisé. Ok? Donc là, il faut comprendre cette grosse bataille qui est entre les deux. Donc, lorsque vous voyez des personnages comme ça qui sont en train de parler, en train de dire oui, Bitcoin ceci, Bitcoin c'est ça, c'est pas bien, patati patata, comprenez juste qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Ce sont des personnes du siècle passé. Rappelez-vous, si vous regardez au début des années 1900, les automobiles qu'on avait à cette époque-là et maintenant ce qu'on a aujourd'hui, et avant même d'avoir des automobiles, on était à dos d'âne et à chevaux et ainsi de suite, et ce qu'on a aujourd'hui, vous voyez que c'est un monde complètement différent. Imaginez-vous, dans les années 1900, au fin des années 1800, dire à quelqu'un, oui, j'aurai une Tesla électrique, ainsi de suite. La personne va vous regarder et leur dire, mais toi, de quoi tu parles, toi? Donc, ouais, imaginez-vous, ben ça. Alors maintenant, mettez-vous dans le cerveau de ces personnes-là qui ont créé leur fortune en multimilliards, tout ce que vous voulez, sur base d'un ancien paradigme dans lequel il n'y avait pas de blockchain, dans lequel il n'y avait pas de Bitcoin, ainsi de suite et tout ça. Vous voyez qu'ils ont un certain modèle, une certaine manière de faire les choses. Rappelez-vous quand même, Warren Buffett, comme il a dit, il n'utilise même pas Twitter, il n'a même pas un smartphone, ou bien bon, sa secrétaire doit en avoir un pour lui, ou la personne qui est chargée de ça, et il n'a même pas d'ordinateur lorsqu'il doit faire ses analyses. Ils font tout de manière fondamentale, ils font encore au crayon et au papier.
Donc vous voyez que là, c'est leur manière d'être et leur manière de vivre. C'est comme ça qu'ils ont construit leur super grosse richesse. Donc là, comprenez-le bien. Lorsque vous voyez des commentaires négatifs venant de ces personnes-là, faut réellement comprendre dans quel mindset, comment ils opèrent et comment ils ont fait leur fortune. Maintenant, il y a un autre type de fortune qui peut être créé. Vous voyez déjà, il y a une différence entre Warren Buffett, vous prenez Bill Gates, maintenant vous prenez Mark Zuckerberg et vous prenez Jeff Bezos. Vous voyez que ce sont des business plans complètement différents. Vous voyez que Mark Zuckerberg, il est dans le top 5 à des hommes les plus riches du monde. Et si vous prenez ça, ben, vous voyez bien que Warren Buffett n'a jamais investi dans Facebook, ni dans Oracle de Larry Ellison, ni même dans la compagnie de son meilleur ami Bill Gates, ni même dans celle de Jeff Bezos. Et il a avoué que lui, il a raté Amazon. C'est un de ses grands regrets avoir raté Amazon. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas prévoir une compagnie qui, dans les années 90, est en train de monter et maintenant voir où Amazon est. Donc là, voilà. Ouais, donc là, il faut vraiment comprendre c'est quoi. Ok, donc ça, c'est rapidement par rapport à ça. Donc c'est en gros ce dont ils étaient en train de parler. Et maintenant, bah, on va voir le nouvel ordre. Donc les personnes qui sont là. Vous voyez ici Tim Draper, un venture capitaliste, hedge fund manager, tout ce que vous voulez ici. Et lui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pour lui, Bitcoin, c'est l'endroit le plus sûr dans lequel vous pouvez mettre votre argent. Alors que lorsque vous voyez des personnes comme Warren Buffett, eux, ils parlent de bons et ils parlent d'action, ils parlent de business. Donc même pas action, mais plutôt business. Et lorsque vous avez une action, c'est juste quoi? Une partie de ce business, dans ce qu'on appelle equity dans ce business. Rappelez-vous, lui, il va à racheter des parts de business. C'est ce qui l'intéresse. Donc vous voyez que là, maintenant, le monde est déjà en train de changer. Maintenant, ben, il y a un stock de valeur à travers le Bitcoin. Et Bitcoin, réellement, c'est, comment dirais-je, son utilité principale. Maintenant, on met beaucoup l'accent sur le côté stock de valeur. Donc, une alternative à l'or maintenant, aujourd'hui. OK? Donc, voilà. Continuons ici. Et donc, ouais, que on va rester dans la ligne des Warren Buffett et ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de Wall Street. Comme ici, on voit tous ceux qui sont à la tête de la compagnie Hive. Et ils sont partis du Canada et de Wall Street pour aller en Islande, là où ils ont racheté, comme vous voyez ici, une mine crypto. Et donc là, ici, vous voyez tous les racks, des GPU, ainsi de suite. Et c'est pour miner principalement le Bitcoin, Ethereum, encore d'autres monnaies ici. Donc c'est Genesis Mining qui a été acquise par Hive, une compagnie voilà, ici Hive Blockchain Technologies, une compagnie qui est basée au Canada et aux États-Unis. Et donc là, ben voilà, ceux de The Streets à travers Daniela Carbonaro, enfin, je ne sais plus c'est quoi son nom exactement, la jeune demoiselle ici, qui représente Kitcoin News, donc est une boîte qui, elle, s'intéresse à tout ce qui est activité minière, or, métaux précieux et tout ça. Et donc maintenant, ben, il y a le nouvel or, le nouvel argent, on va dire digital, donc le Bitcoin et le Litecoin et tout ce qui peut être miné. Donc voilà, donc ouais, que les personnes qu'elle avait l'habitude d'interviewer lui parlaient tout le temps de mines d'or en Afrique du Sud ou là, ou là, ou là. Et maintenant, bah, on leur parle maintenant de mines Bitcoin. Donc vous voyez que le monde est en train d'évoluer. Vous voyez, donc là, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, vous voyez que là, ce sont des personnes qui ont embrassé cela. Ils ont vu que non, il y a un business model ici, il y a de l'argent à se faire, et donc on y est. Mais vous voyez que là, ils sont restés assez ouverts. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même bien plus jeunes. Ce sont des personnes qui ont une cinquantaine d'années, donc c'est 30-40 ans, bien plus jeunes que Charlie Munger et que Warren Buffett. Donc, vous voyez que là, ça diffère. Donc, c'est très important de voir les tendances et les scissions je ne vais pas dire de consensus, mais de manière de penser au sein même de l'écosystème de Wall Street. Vous voyez ici, il y a ceux qui sont qui embrassent cela, qui investissent, et voilà, ben, pour eux, ben, ça se passe bien. Donc là, vous voyez que pour avoir des fermes minières comme ça, c'est à coût de millions. Et d'un autre côté, ben, vous voyez que d'autres disent, ah non, ils sont réticents par rapport à ça, ils ne veulent pas embrasser ce nouveau monde. Pour eux, comme ils disent, Charlie Munger a dit que le Bitcoin, c'était du rat de poison. Donc voilà, enfin du poison pour rat. Et donc voilà, donc des choses vraiment terribles. Donc vous voyez que là, ici, c'est surtout au niveau du mindset, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Maintenant, on va rester à ce niveau-là, mais on va regarder quoi? Bah, des grosses compagnies. Ici, vous avez IBM, donc rappelez-vous, on a vu IBM qui a pas mal de partenariats, on a vu avec Siacoin et encore pas mal d'autres choses. IBM, rappelez-vous, qui était une des compagnies pionnières dans le développement du blockchain pour sécuriser pas mal de choses. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais IBM, tiens, pourquoi tu nous parles de cette compagnie? Non, cette compagnie est derrière pas mal de choses. Lorsque tu fais une activité, on va dire une transaction, même pas une transaction, mais lorsque tu es en train de faire ta paperasse au niveau du gouvernement, dans toute cette manière, enfin, à un moment donné, IBM est dedans. Lorsque tu fais un paiement, Visa, Mastercard, un achat en ligne, toute l'infrastructure qui est derrière que nous on ne voit pas, ben, IBM est derrière. Et dans énormément de choses. IBM est derrière pour sécuriser les données, les datas. Lorsqu'un avion a un plan de vol, lorsque tu vas en vacances, tu prends ton avion à Charles de Gaulle et tu vas à JFK, ben, sache que IBM est derrière pour tout ça. Donc IBM, c'est une compagnie qui va super loin.
a été massacré dernièrement au niveau de ses bénéfices et de ses publications. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis énormément d'argent dans la recherche et le développement de cette nouvelle technologie. Et maintenant, vu que c'est encore pas grandement adopté, ils ne sont pas réellement en train d'être en bénéfice. Et donc là, voilà, ça leur a coûté très cher. Mais ils restent optimistes. Et comme vous voyez ici, il y a pas mal de choses qui sont en train de faire. Et donc là, ici, vous avez la responsable de tout ce qui est technologie et de tout ce qui est blockchain, ainsi de suite, qui est là et qui en parle. Et donc là, voilà, ils restent super, super optimistes en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, ils parlent un peu de leurs clients. Bah voilà, eux, ils ont comme client Goldman Sachs. Lorsque Goldman Sachs est en train de faire du trading, toutes les transactions que Goldman Sachs est en train de faire, à un moment donné, l'infrastructure qu'ils sont en train d'utiliser au niveau technologique, eh ben, c'est IBM qui est derrière. Donc, vous voyez qu'ils sont derrière énormément de choses. Donc, derrière Wall Street, vous avez l'infrastructure et vous avez IBM qui est derrière pour sécuriser le tout. Donc, ça, c'est ça. Donc, maintenant, dans le blockchain, et ici, leurs clients, Nasdaq, New York Stock Exchange, International Exchange, ainsi de suite, qui veulent rentrer dans le monde blockchain, ainsi de suite, l'infrastructure doit être au top. Et donc ça, c'est le travail de cette femme ici et de sa compagnie IBM. Donc là, c'est très, très, très important de voir ce qu'ils font. Vous voyez, ça c'est, rappelez-vous, hein, il y a un ETF qui s'appelle Block, donc le BLOK, qui est l'ETF blockchain. Et là-dedans, bah, IBM fait partie de cela. Donc, vous voyez qu'ils sont derrière pratiquement tout ce qui se passe au niveau des différents secteurs donc, de l'économie, hein, que ce soit énergétique. Bon, dans ce cas-ci, ce serait FinTech, donc tout ce qui est financier, tout ce qui est technologie. Ben, IBM est une compagnie technologique. Et donc là, voilà, ils sont derrière cela. Donc là, c'est très, très, très important, vu qu'elle amène son point de vue sur pas mal de choses, hein, comme vous voyez ici, sur les jetons, sur le Bitcoin, les exchanges et tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Et bien sûr, des cas d'utilité du blockchain. Donc c'est super, super intéressant. Alors maintenant, on reste encore avec Wall Street. Rappelez-vous, je dis ça, c'était une semaine spéciale Wall Street, vu que c'est là où toute l'action va se passer. Et ici, on va sur la chaîne de vidéoblog de X22 Report. Et là, c'est une vidéo très, très, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'ici, il est en train de reparler de l'attaque que font les banques centrales au Bitcoin. Rappelez-vous, tous les commentaires négatifs des grosses institutions. D'un côté, vous pouvez prendre des personnes qui, à elles-mêmes, sont des institutions comme Charlie Munger et Warren Buffett. Et d'un autre côté, vous avez les institutions comme la Fed, la BCE et tout ce que vous voulez comme banque centrale. Et ici, ils sont en train déjà de travailler sur leur propre crypto. Donc ça, tous ceux qui ont les Global Crypto Research, ou ça, c'est quelque chose que vous savez. On a étudié quelques white papers et surtout celui provenant de la banque centrale des banques centrales. Et donc là, voilà. Donc là, ici, on avait déjà vu ce qu'était que le Fedcoin, le Catcoin, encore pas mal d'autres choses. Et ici, ben, il y aurait le Fed Electronic Money qui pourrait arriver. Donc même pas qui pourrait arriver, ils sont déjà en train d'y travailler. Et ça, c'est une rhétorique que je suis en train d'entendre de plus en plus venant de la part de grands banquiers, que ce soit de telle ou telle banque qui sont en train de parler de ça, qui disent oui, le Bitcoin, non, le blockchain, oui, mais on devrait avoir une alternative au Bitcoin, quelque chose qui soit bien plus simple à comprendre. Et ce serait quoi ici? Bah ici, ce serait avoir le Fedcoin. Donc dernièrement, c'est hier, je regardais Gary Cohn. Gary Cohn, c'était l'ex-conseiller économique du président Donald J. Trump. Et c'est un ancien vice, l'ancien président et COO, donc Chief Operating Officer de Goldman Sachs. Et là maintenant, bah, il vient de quitter tout cela. Et là, bah, il parlait dans une interview, bah, il parlait de tout ce qui était blockchain, ainsi de suite, et des cryptos. Et donc là, bah, on verra. Donc là, il pourrait faire un comeback. Il va faire un comeback dans le monde financier. Donc là, on attend que c'est quelque chose qui va faire pas mal de bruit. Et on verrait dans quoi il serait, comment dirais-je, dans quoi est-ce qu'il va, bon, c'est quoi sa prochaine aventure. Ben, ça va rester dans le monde financier et non loin de Wall Street. Donc ici, ben voilà, en gros, ici dans cette émission, ben, on parle de tout ce qui est en train de se passer au niveau des banques centrales, la peur qu'ils ont par rapport aux cryptos, ainsi de suite. Et bien sûr, rappelez-vous que tout ce qui est crypto, ce n'est pas seulement une révolution financière, c'est une révolution sociale. Rappelez-vous que les finances et tout ce qui est social, cela va main dans la main. Pourquoi? C'est le peuple qui doit avoir confiance dans la monnaie émise par un gouvernement et par sa banque centrale afin de faire des transactions au quotidien. C'est quoi? Payer pour des biens et des services. Donc si on perd la confiance dans la monnaie nationale, donc c'est pour ça qu'on appelle ça fiat. Donc fiat, c'est juste avoir foi dans ce que le gouvernement nous donne, avec lequel on peut faire nos transactions. Donc cet outil avec lequel on peut échanger, commercer au quotidien. La réponse à cela, ben, à cette perte de confiance, ben, c'est quoi? C'est le Bitcoin et le blockchain. Ok? Donc là, voilà en gros ici ce qui est en train de se passer. Donc là, voilà ici les banques centrales, là on le savait déjà en train de bosser là-dessus. Maintenant, continuons.
Et voilà la vidéo dont je vous parlais ici, Mike Novogratz, qui lui est en train de parler. Et maintenant, il a fait un truc en plus, j'avais oublié de vous le dire, qu'il a lancé aussi son crypto-index, donc un indice. Rappelez-vous, le Dow Jones, c'est un indice qui reprend par exemple les 30 compagnies les plus importantes au niveau industriel aux États-Unis, donc de différentes industries, qui reprend les ténors hein, de ces industries-là. Et maintenant, ben, Mike Novogratz, lui, il a fait la même chose au niveau des cryptos. Donc, il y a un indice qui reprend principalement ben, le top 10 des cryptos, les mieux capitalisés, les plus connus, les plus liquides. Et donc là, vous avez ben, le Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin, ainsi de suite et tout ça. Et donc là, il parle de pas mal de choses. Il parle de l'événement aussi qui va avoir lieu à donc, le Consensus Week, qui a déjà commencé là maintenant au moment où on en parle, c'est déjà là. Et de son fonds, de comment est-ce qu'il est rentré dans les cryptos, dans le Bitcoin. Et je pense que lui, ouais, on est rentré au même moment, hein, dans les 600-700 dollars. Et donc voilà. Et comment il a fait sa prise de bénéfice, c'était quoi sa stratégie d'intervention. Donc là, il était quand même assez transparent ici et il en parle pas mal. Et il reparle de ce qu'on a vu au début, donc de la compagnie Chapo, de la différence entre le online storage, donc le hot storage et le cold storage, donc le hot wallet et le cold wallet. Il revient là-dessus des services qu'il y a, comment il essaie de convaincre ses anciens, enfin toujours compagnons de Wall Street afin de rentrer dedans, de voir réellement, ben, de voir comme lui. Hein. Donc, on peut dire que c'est un prophète pour les cryptos. Le monde de demain, comment il va être, le monde d'hier, comment il était, donc ouais, ce changement de paradigme, ainsi de suite, cette révolution qui est en train de se passer. Il revient là-dessus, donc c'est super complet comme interview. Donc là, bah, je vous la conseille vivement parce que voilà, il souligne des points qui sont très 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 importants. Et voilà, donc rappelez-vous que lui, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est un grand hedge fund, un global. Il est à la tête d'un global macro hedge fund. Et ensuite aussi, c'est un ancien Goldman Sachs. Donc voilà, donc une très 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 bonne carrière, plus de 30 ans, 30 ou 35 ans à Wall Street. Donc voilà, il sait de quoi il parle et maintenant, ben, vous voyez qu'il fait un shift complet et il est là 100% crypto. Donc là, c'est quelque chose de super super important. Donc voilà, il est en train d'accomplir des très 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 grandes choses, ben, comme Monsieur Tim Draper aussi. Donc voilà, donc là, il faut suivre ça, c'est super important ce qu'il raconte ici. Maintenant, on va continuer. Et maintenant, ben, ici, donc là, pour revenir avec Warren Buffett, Charlie Munger, ainsi de suite, et ici, vous voyez quoi, la grosse question qui était soulignée, c'est est-ce que les investisseurs devraient rester loin du Bitcoin? Et ici, Warren Buffett amène ses opinions. Et pour lui, il dit que oui, les investisseurs devraient rester loin du Bitcoin. Rappelez-vous, il ne comprend pas ce qui est technologique. Vous voyez, ne vous fiez pas seulement à sa position et au chiffre qui est associé à son nom, c'est-à-dire X montant de milliards de dollars. Warren Buffett le dit lui-même, ne comprend rien à la technologie. Vous voyez que maintenant, il vient de rentrer dans Apple. Pourquoi? Parce que pour lui, maintenant, il fait le parallèle entre Apple et Coca-Cola. Vous voyez, Coca-Cola, c'est une super grande marque. Depuis qu'il est né, il y avait du Coca-Cola. Donc là, c'est sa boisson préférée, c'est le Coca Cherry ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, pour lui, Coca-Cola, ben, après sa mort, même quand il sera pas là, ben, Berkshire Hathaway continuera à investir dans le Coca-Cola. Rappelez-vous, il a investi dans des compagnies comme P&G, donc Procter Gamble, qui font quoi? Ben, c'est des compagnies ben, qui créent des produits hygiéniques, donc dentifrice, brosse à dents, papier hygiénique, et ainsi de suite, et tous ces trucs-là. On en aura toujours besoin. Il y avait cette nécessité avant lui et elle sera là après lui. Alors maintenant, lorsqu'il regarde Apple, ben, il fait le pont. Apple maintenant est une marque aussi forte que Nestlé, aussi forte, même pas Nestlé, on va dire que Coca-Cola. Et maintenant, ben, ils voient qu'il y a un produit, qu'il y a des consommateurs fidèles. Rappelez-vous que Coca-Cola est là, des consommateurs fidèles. La marque est super, super connue. Très difficile de rentrer dans le marché et de pouvoir, comment dirais-je, faire tomber des gens comme Coca-Cola ou Pepsi ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que là, c'est pareil. Et pour lui, ben, Apple est aussi puissant qu'à Coca-Cola. Donc, maintenant, Apple, pour lui, c'est la compagnie qui doit y être. Pourquoi? Parce qu'Apple, durant tout ce temps qu'il est en train de la regarder, donc depuis la fin des années 80 avec Steve Jobs, ainsi de suite, et il a même dit lui-même qu'il connaissait, enfin, qu'il connaissait Steve Jobs, mais que ça n'avait pas convaincu à l'époque. Aujourd'hui, il voit l'impact. Pourquoi? Il voit la demande, il voit la nécessité et il voit la culture. Et c'est pratiquement une religion, hein, Apple. Et il voit vraiment cela autour de cette marque. Rappelez-vous, il voit la marque, il voit le business model pour lui. Ouais, Apple, ça peut rester là dans les 20, 25 ans, même pendant, enfin, même s'il n'est plus là. Vous voyez, donc là, c'est pour ça qu'il rentre dans Apple. Maintenant, je pense qu'il est détenteur de quoi? Je pense qu'il doit contrôler entre 2 et 5% d'Apple. Rappelez-vous que lui, il vient contrôler le business. Donc là, c'est ça. Et lorsqu'il contrôle le business, en apportant cela, on lui donne une sécurité à son contrôle. Et c'est quoi la sécurité à ce contrôle? C'est qu'il voit des actions. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des actions communes et des actions privilégiées. Et lui, il vient en contrôlant une X pourcentage de la compagnie. Il est, comment dirais-je, on donne une sécurité. Donc c'est ça qu'on ne donne pas les cryptos. La sécurité, bah tiens, quoi, c'est signé sur papier que tu as X% de notre compagnie et on te donne ça sous forme d'action.
Ok, donc là, c'est très important. Alors maintenant, bah, pour lui, bah, les investisseurs devraient rester loin du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ne retrouvent pas ce même niveau de sécurité et il n'y a pas ce business model. On participe à rien. On n'a pas droit aux futurs bénéfices ou retour sur actifs ou sur quoi que ce soit que peut faire la compagnie et maintenant et dans le futur. Ok, donc ça, en gros, voilà, c'est quoi? Alors maintenant, là c'est une petite info weekly de Cointelegraph, donc vous voyez que cette page ici internet qui nous parle souvent de ça, et ici ils ont fait un petit résumé de ce qui s'est passé au niveau de la semaine, donc ouais, par rapport à la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, mais bon ça ne reprend pas tout ce qui était MT, Gox, Bit, ainsi de suite, c'était en gros la grosse news de la semaine c'était Goldman Sachs qui enfin dit oui à son trading desk et encore pas mal d'autres choses, ok? Donc là c'est ça, donc ça on peut passer ça rapidement. Et maintenant, donc, ouais, malgré, on est toujours resté avec Goldman Sachs, donc c'était toujours Wall Street. Et ici, on revient sur une interview, donc l'interview complète ici, mais Warren Buffett lui-même avec les journalistes de CNBC, où il s'explique sur pas mal de choses et sa méthodologie d'investissement. Et ici, il fait un. J'ai tenu à vous le partager, pourquoi c'est très important. Rappelez-vous, au quotidien, vous me voyez discuter principalement du price action, mais comme je vous le dis, ce n'est pas la totalité du trading ni de l'investissement. Et pour lui, comme il dit, juste regarder le prix, ce n'est pas investir. Vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre le prix, entre la valeur d'une compagnie tant elle est sous-évaluée, évaluée correctement ou surévaluée, et c'est ça qui est important. Donc maintenant, c'est quoi? Si c'est sous-évalué, bah tiens, c'est le moment pour vous de l'acquérir. Si elle a un gros potentiel pour le futur. Si elle est évaluée correctement, bah tiens, bah je reste dedans. Pourquoi? Parce que c'est correct, je l'ai au bon prix. Si elle est surévaluée, là, vous pensez à liquider. Et donc, vous voyez, dans ces trois points, on joue toujours. Et donc là, ça équivaut aux trois premières phases de notre A, B et C. Le A, elle est sous-évaluée, je rentre dedans. Au niveau B, elle est surévaluée, je liquide, ou bien j'en liquide une partie. Si elle revient en valeur juste, eh ben, je me maintiens dedans. Oui, c'est ça. Alors maintenant, si tout ce que vous faites est né, on va dire ici en termes d'investissement, donc on parle bien d'investissement, rappelez-vous que ce monsieur n'est pas un trader, c'est un investisseur sur base de son profil et des métriques qu'il regarde au niveau investissement. Voilà, ça c'est les trois points que lui regarde et pour lui le prix, c'est pas un problème. Donc lui, il s'en fout que, je sais pas, que Coca-Cola ne soit pas à 1000 et des poussières. Non, pourquoi? Parce que Coca-Cola est évalué correctement par rapport à lui, il se maintient et lorsqu'il peut, il vient et comment dirais-je, il accumule en plus. Ouais, il veut contrôler ce business de plus en plus. Pareil avec Apple, il rentre petit à petit. Pourquoi? Il ne regarde pas le prix d'Apple, il regarde le business d'Apple. Il voit si le business est correctement évalué, s'il est sous-évalué ou bien s'il est surévalué. Donc maintenant, il ne rentre pas dans Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon est déjà allé trop loin, est déjà surévalué maintenant. Donc là, c'est trop cher pour lui. Il faudrait qu'Amazon revienne à une valeur correcte. Donc, vous voyez que ces métriques-là, elles sont, rappelez-vous, il y a une différence entre être un investisseur et être un trader. Donc, il y a une différence entre investir dans le Bitcoin et trader le Bitcoin. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. OK? Et le prix n'est pas la chose qui doit être la plus importante. Le prix pour un investisseur et le prix pour un trader, ce sont deux choses complètement différentes. Ouais, donc là, ici, vu qu'on n'est pas dans une émission de trading, donc là, il faut bien avoir cela à l'esprit. Donc là, je vous laisse avec Warren Buffett. Et ici, dans, je crois, le dernier quart de l'émission, il se réfère réellement à tout ce qui est Bitcoin, vu qu'il parle de pas mal de choses en général. OK? Alors maintenant, ah non, ça on a déjà vu, hein, donc on avait déjà donné ça, donc ça c'était deux fois la même émission. Et ici on va quoi au Kaiser Report. Donc là c'est Max Kaiser, donc ouais, ancien Wall Street guy, hein, donc stockbroker de Wall Street, ainsi de suite. Et ici il parle, il y a un événement, si je me trompe pas, oui, là il est avec sa femme, donc Stacey Herbert, ils sont à Toronto, et là en train de parler de quoi? Ben, de tout ce qui est blockchain et futur du Bitcoin et crypto et ainsi de suite. Donc là c'est en direct, hein, donc ils ont fait leur émission en direct là-bas au Blockchain Economic Events de Toronto au Canada. Donc c'est super intéressant et ils ont parlé de pas mal de points qui sont terribles et un point qu'il a soulevé, si je me trompe pas, dans cette conférence-là, voilà. Il était en train de parler au niveau des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que, bon, voilà, vous voyez le cas qu'on a vu au début, où nous on voit une baisse et ensuite une news arrive. Et ici, il allait à un niveau encore bien plus loin où il parle de comment les algorithmes eux-mêmes créent des news. La news après l'algorithme, la news est lue par un autre algorithme qui lui est en train comment dirais-je, de scanner toute la web pour voir quelles sont les opinions, quels sont les discours, quelles sont les tendances, comment est-ce que les personnes sont positionnées. Cet algorithme qui lit cela renvoie encore une autre news à un autre algorithme qui lui va se charger de faire un prix et de prendre la décision si je suis haussier ou si je suis baissier. Donc déclencher des sells ou déclencher des buys, donc des ordres d'achat ou de vente. Donc là, il parle aussi de cet aspect ici algorithmique. Rappelez-vous, comme je vous dis toujours, dans le marché aujourd'hui,
on a de l'intelligence artificielle, donc on a des algorithmes qui peuvent prendre des décisions eux-mêmes. On a, d'un autre côté, on a des spéculateurs, on a des investisseurs et des traders. Donc tout ce monde-là est en train de bouger ensemble. Mais rappelez-vous que des grosses institutions, comme voilà, une institution comme Goldman Sachs, là, qui sont en train de rentrer dedans, Goldman Sachs est déjà 100% algorithmique. Donc ça, il faut le savoir. Ils sont 100% algorithmiques. Il n'y a pas de trader, on va dire comme moi, qui serait là, ou bien voilà, comme James, qui serait là en train de, comment dirais-je, de faire cela. Ouais. Donc voilà, même lui il m'en parlait, il était à Francfort dernièrement, en train de regarder ce qui se passe. Il me disait que là-bas, maintenant, bah, que les grosses banques, donc Deutsche Bank, Goldman Sachs, ainsi de suite, tous ceux qui pensent bouger de la City pour revenir à Francfort, que maintenant, bah, tout est à base de mathématiciens, de quantes, scientifiques, physiciens, tout ce que vous voulez là, bah, pour faire des modèles des formules et mettre sur pied des algorithmes qui font ce genre de choses. Donc là, il faut le savoir. Donc ici, ben voilà, c'est super intéressant. Euh, les points que Mike Kaiser et Stacy Herbert sont en train de soulever et à tout niveau, hein. Donc Bitcoin, crypto, blockchain, banque centrale, institution, ce qui est en train de se passer, comme on est en train d'essayer de nous dissuader de ne pas rentrer dedans. Donc des points super intéressants. C'est un personnage assez excentrique, mais c'est un cerveau. C'est une personne super intéressante. Rappelez-vous, il était là, il a vécu. Il a vécu là, il sait c'est quoi, il sait de quoi il parle. Les scandales de JP Morgan, ainsi de suite et tout ça. Il a été broker pour ces grandes institutions et pour ses gros clients super ultra fortunés. Donc ce monsieur sait de quoi il parle. Donc très intéressant. Au moins, ne fût-ce que pour élargir votre point de vue. Donc là, vous avez ça avec vous. Et on va finir Wall Street avec quoi? Avec Social Capital, Chamath Palihapitiya, un personnage ultra important. Très peu de personnes le connaissent. Un ancien trader qui a commencé sa carrière à Wall Street étant super jeune. Ensuite, il a bougé à Silicon Valley. Silicon Valley, il a travaillé comme président de Facebook aux côtés de Sean Parker et de Peter Thiel et des personnages pareils. Donc, il était chargé. Il avait une grosse comment dirais-je, fonction à Facebook durant pas mal d'années. Maintenant, c'est une personne qui revient beaucoup au front. Pourquoi? Après les scandales de Cambridge, pardon, Analytica et ainsi de suite. Bon, voilà, on est directement revenu vers lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a développé le Facebook d'aujourd'hui. Voilà, le Facebook que l'on utilise aujourd'hui, c'était en partie lui le responsable de ce développement-là. C'était lui qui était là. Donc, la mission qu'on lui avait donnée à Facebook, c'était d'augmenter. Voilà, Facebook a atteint les 2 milliards d'utilisateurs. Voilà, lui, c'était ça. Quand il est rentré dedans, il y avait quelques millions. Et ben, quand Facebook est passé de quelques millions à des milliards d'utilisateurs, c'est ce monsieur qui était responsable de cela. Mais maintenant, ici, on parle d'autre chose. Ici, vous voyez qu'ici, il parle de pas mal de choses, surtout du thème Bitcoin, Internet, blockchain, ainsi de suite. Surtout ici, on va revenir sur tout ce qui est Bitcoin. Et voilà, il a un fonds, donc c'est un venture capitaliste aujourd'hui. Et là, maintenant, il investit dans pas mal de startups crypto, dans pas mal de ICO et dans tout ce qui est développement du blockchain, ainsi de suite. Donc là, il nous ramène réellement son point de vue. Donc, oui, ça, son fonds, c'est Social Capital. Et il parle réellement de tout ça, de ses investissements, qu'est-ce qu'il regarde au niveau fondamental, comment peut être le monde demain, pourquoi le Bitcoin, pourquoi le blockchain, qu'est-ce que l'on voit, la différence qu'on est en train de voir. Donc rappelez-vous que Wall Street c'est un en deux. L'ancien paradigme, on va dire ça, c'est représenté par vous les avez vus ici, Charlie Munger et Warren Buffett. Et le nouveau paradigme, bah, lui, les Peter Thiel, Tim Draper, Mike Novogratz, ainsi de suite. Et bah, pour lui, bah, réellement, bah, le blockchain va être là. Le blockchain, c'est demain. Le blockchain, c'est maintenant qu'il faut être dedans. Les cryptos, ainsi de suite, et tout ça. Et bien sûr, au niveau banque centrale, banque, intermédiation, désintermédiation, ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer. Donc, ouais, c'est un personnage super intéressant. Comme vous voyez ici, il y a pas mal de vidéos sur lui. Donc là, c'est peut-être un personnage que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais c'est super important de connaître ce personnage. Et aussi, ça c'est pour mes insiders, hein, donc vous savez déjà qui c'est Monsieur Peter Thiel. Son fonds, donc Social Capital, a comme LP, donc les LP sont les Limited Partners, donc ce sont ceux qui amènent du capital. Son fonds, je crois, a dépassé le milliard, il est à 1,2 ou 1,5 milliard ou à 2 milliards, enfin dans cette zone-là, ou même plus, hein, je pense. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, un de ces LP, ben, c'est Peter Thiel. Donc, une des personnes qui lui a confié du capital pour qu'il puisse investir, lui, et trouver des choses super intéressantes dans lesquelles placer le capital, ben, c'est Peter Thiel. Donc, vous voyez que là, c'est un petit monde et basé à Silicon Valley. Donc, c'est vraiment le cœur de la bête, hein. Donc, là, c'est là où vous avez tous ces développements, comment dirais-je, qui sont en train d'avoir lieu. Donc, il sait vraiment ce qui est en train de se passer et il sera présent lors de la Consensus Week et qui a déjà commencé maintenant à Wall Street. Vous voyez que vu que là, c'est un personnage qui a travaillé dans les deux. Ancien trader, rappelez-vous, de banque d'investissement à Wall Street et trader les dérivés et maintenant à Silicon Valley.
Donc vous voyez que là, ce monde-là, ce sont des personnes qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et donc voilà. Ok. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau global. Donc comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de choses hein, ici. Hein. Donc on a juste quoi? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Rappelez-vous, en Chine, depuis la PBOC et le gouvernement communiste qui ont fait leur descente, donc bannir les ICO et pas mal de choses. Et ils se disent que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que quand même les ICOs continuent encore plus fort que jamais. Les exchanges continuent à opérer malgré l'interdiction aux clients de leur dire non, ne touchez pas aux cryptos, ne touchez pas aux ICO, qu'on a vu pas mal de migrations, donc beaucoup allaient à Taïwan, Singapour, Hong Kong, ainsi de suite. En Chine continentale, cela continue et même ça continue à partir de Pékin. Il y a eu un gros exchange, comment dirais-je, à qui on avait interdit enfin à qui on avait sommé de cesser toute activité et pas mal d'autres choses. Mais non, cet exchange a continué toujours à être là, à opérer et même à partir de Pékin, donc la capitale et sans aucun problème. Et là, pour les médias, c'est vraiment défier l'autorité, défier le gouvernement. Et vrai que c'est ça. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est super important lorsque vous voyez cela? C'est juste pour vous dire une chose ici, hein, on ne peut plus arrêter cela. Comme on dit en anglais, the genie is out of the bottle, donc c'est-à-dire le génie est en dehors de la bouteille. Donc c'est-à-dire qu'on va, voilà, il a déjà été libéré. Et maintenant, on ne peut plus le remettre dans une boîte. Vous voyez, la boîte de Pandore est ouverte, on va dire ça comme ça. Et maintenant, c'est fini. On ne peut plus remettre ça dans la boîte. Maintenant, c'est inévitable. On ne peut plus éviter le blockchain. Qui dit blockchain dit crypto. Parce que le blockchain ne peut pas exister sans le Bitcoin. Rappelez-vous qu'il y a différentes blockchains. Mais lorsqu'on parle du Bitcoin, qui est la plus connue, c'est inarrêtable maintenant. Donc maintenant, il y a le bien et le mal qui va venir avec. Mais maintenant, c'est fini. On ne peut pas arrêter cela. Donc vous voyez que tout ce qui est en train de voir là, c'est pas que je donne mon opinion, mais je parle de choses concrètes et qui sont factuelles. Tout ce que vous allez entendre des Warren Buffett qui dit ceci, qui dit cela, qui dit cela, non, c'est pour dissuader les personnes et faire quoi? Vu que là, ça échappe à leur contrôle. C'est fini. Ouais. C'est d'autres business models. C'est leur business model à eux qui va être révolu et qui va être refait. Vous voyez qu'ils étaient dans un monde où eux, ils pouvaient profiter et se mettre à ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'il fallait, donc c'était centralisé, c'était obligé de passer par eux, si vous vouliez atteindre la richesse et tout ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est fini, le blockchain est là, l'information, elle est là. Regardez, voilà, moi je fais Trading Wall Street ici, qui est en gros, c'est quoi la chose? C'est prendre la connaissance de Wall Street et la ramener ici. Et comme vous avez vu, voilà, je sais de quoi je parle, j'ai des Wall Street avec moi. Donc on sait de quoi on est en train de parler. Mais ce que je vous amène ici, la manière de décortiquer, de commenter ces informations, de savoir qui est quoi, qui fait ci, qui fait ça. Avant, si vous n'étiez pas, même en école de commerce, de business et tout ça, ça sert à rien, il n'y a pas de blabla. Parce qu'on peut apprendre le trading que, en étant initié. Donc on apprend le trading comme moi, lorsqu'on atteint une banque d'investissement ou quoi que ce soit, vous avez un trader senior qui va enseigner vous, le trader junior, à apprendre ça. Donc vous êtes initié, donc vous apprenez sur le tas. Il va te dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et tu as ça, 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 ça. Et ensuite, vous développez votre propre skills. Donc, ce que vous avez vous-même à développer. Et voilà comment on apprend. Un peu comme vous voyez, moi et James. Donc, tout simplement, c'est ça. On est initié dedans. Ouais, donc, James, j'ai encore pas mal d'autres personnes de la City et d'autres personnes comment dirais-je, de Suisse, qui sont, on va dire, des seniors et qui sont là, qui m'ont vu et que j'ai rencontré sur ma route et à qui, j'ai des relations très, très, très étroites et qui m'ont aidé dans tout ce que je suis en train de faire. Donc, vous voyez que maintenant, c'est quoi? Ici, maintenant, moi, je vous amène la même manière de penser. Donc, pour certains, ça peut être, mais tiens, mais de quoi il parle, il est complètement dingue, comme ça. Non, parce que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas été dans le cœur de la bête. Et donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez que cette information, elle est gardée par les personnes comme Warren Buffett et ceux qui sont autour de lui, ainsi de suite. Ouais. Mais maintenant, le monde a fait que l'intelligence, elle est là et c'est fini. Donc, il y a une filtration et voilà, ce qui se passe là-bas, là, vous l'avez ici, devant vous. Donc, vous voyez, ici, on peut décortiquer ce qui est en train de se passer. Que ce soit au niveau technique, au niveau fondamental, on est là et moi, je suis ici, là pour le faire. Maintenant, imaginez-vous le blockchain et les cryptos. Donc, tout ce qui était dépendre 100% de la banque centrale, les institutions du gouvernement, c'est fini. Et là, maintenant, c'est quoi? On a peur de ça. Et si on perd ça et que, on va dire, la population n'a plus besoin de nous, on est obsolète. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Par tous les moyens, on doit maintenir le contrôle, mais sans y aller trop fort, ou bien c'est des révolutions, c'est des guerres civiles et tout ce qui est en train de se passer. Donc, on doit avoir une manière subtile de détourner l'attention, de marginaliser, comment dirais-je, de salir l'image de ce bienfait afin qu'ils continuent à nous manger dans la main. C'est ça, en gros. Donc, vous voyez que maintenant, les banques centrales et tout ça vont tenter de venir avec leur propre crypto, dire, ouais, tiens, ma crypto, elle est meilleure que le Bitcoin. Regarde, le Bitcoin, c'est pour les criminels, ainsi de suite et tout ça. Et il y a un rapport qui a prouvé que non, le Bitcoin n'est pas utilisé en grande quantité dans l'activité criminelle. La devise et la monnaie la plus utilisée au niveau criminel,
Blanchiment d'argent, terrorisme, c'est le dollar américain. Point, très là-bas. Ce qui se passe ici, c'est que rappelez-vous, c'est décentralisé. Lorsque vous utilisez le Bitcoin, lorsque vous utilisez les pièces d'or et d'argent, c'est ce que veut réellement représenter le Bitcoin, c'est décentralisé. Le gouvernement ne peut pas savoir ce qui se passe si moi j'ai de l'or, des pièces d'or, des pièces d'argent, quoi que ce soit, si j'ai des diamants, ils ne peuvent pas savoir. Tout ce qui peut me servir à faire des transactions, donc c'est-à-dire payer pour des services et des biens. Et avec le Bitcoin, c'est pareil. Surtout s'il y a le côté anonymat et ainsi de suite. Donc là, ceux qui avaient le Global Crypto Research, donc vous avez vu exactement c'est quoi, ce qu'est le Money Flower. On a décortiqué ça, donc vous savez exactement de quoi on parle ici. Et là où est, on va dire, euh, euh, comment est-ce que je peux dire ça? L'amplitude d'intervention, sur quoi est-ce que la Banque centrale et le gouvernement peuvent avoir la main mise et veut que tout le reste, ça échappe à leur contrôle. Et donc, ouais, maintenant, pour en revenir à la Chine, malgré tout ce qu'ils ont fait, ça échappe à leur contrôle et ils ne peuvent rien faire. Ouais, donc ça, c'est ça que vous devez comprendre. Ils ne peuvent rien faire. Ils doivent faire quelque chose, c'est quoi? Couper l'électricité, couper Internet et arrêter tout le monde. Si demain, bah, tout le monde sera en train d'étudier ça. OK? Et maintenant, rappelez-vous, on est dans une semaine critique parce que rappelez-vous, on a le World Blockchain Forum de New York City. Donc, le consensus va être là et va être fait. OK? Maintenant, là, on a vu ce qui s'est passé en Asie. Maintenant, on va aller un peu plus bas en Asie. On va aller en Australie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe? Bah, encore de plus en plus de personnes, des grandes compagnies ici qui s'intéressent en quoi? Bah, à l'activité minière, crypto et ainsi de suite. Donc, on l'a vu au début avec Hive. Vous avez vu les vidéos donc des personnes de Wall Street qui étaient déjà dans leur compagnie minière d'or, d'argent, tout ce que vous voulez. Maintenant, boum, ils rentrent dans tout ce qui est minier au niveau des cryptos et ainsi de suite. Et ici, c'est pareil encore. On a encore une autre grosse compagnie qui était là, qui était en train de faire pas mal de choses, qui a bougé directement et pour faire quoi? Ben, rentrer aussi dans tout le monde de tout ce qui est blockchain, crypto et ainsi de suite et venir et faire quoi? Ben, acquérir une ferme minière ici, comment dirais-je, crypto. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose de super, super, super intéressant et donc voilà, ça continue. Et maintenant, on va en Europe. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? On va en Norvège. Et qu'est-ce qui se passe en Norvège? Encore un problème de régulation. Voilà, c'était quand même obligé d'avoir un peu une note au niveau de la loi ici, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, encore une fois, les mêmes problèmes. Tous ceux qui sont en train d'opérer dans l'écosystème crypto, problème avec les banques. Et ici, vous voyez encore une banque qui a fait quoi? Qui a cessé, qui a clôturé des comptes d'un crypto exchange. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la banque leur a donné raison. Rappelez-vous, c'est quoi les problèmes? Know your customer, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, ainsi de suite. Et maintenant, c'est pas que l'exchange était pris la main dans le sac, c'est vu qu'il existe le risque de money laundering et de criminal activities associées au Bitcoin, alors la banque a cessé des activités. La banque a cessé clôturer le compte de cet exchange. Donc vous voyez que juste ici, donc d'après leur loi, comme on dit ici, la Cour s'est appuyée là-dessus, vu que d'après ici le contrat financier Acte 21, il était trouvé qu'il existe des risques qui sont attribués à ce genre d'actifs, ben, la banque est dans son droit d'arrêter cela. Donc rappelez-vous qu'on n'a même pas été pris la main dans le sac. Donc ici, on ne sait même pas qu'on est présumé une notion de quoi que ce soit, vu que tu es dans une activité dans laquelle il peut y avoir un risque. Donc toi, tu es blanc comme neige, mais il y a une petite tache noire sur toi. C'est quoi? Bah, il y a qui dit Bitcoin, en gros, les banques centrales et tout ça, tout le monde me dit que tiens, ça peut être associé au risque. Et ben voilà, donc là, tu es un risque pour moi, donc j'arrête. Bien que ton business à toi soit clean, bien que j'ai toutes les transactions, bien que tu connaisses tous les clients et tout ce qu'il y a, ben, malgré ça, ben, voilà, il y a un risque associé et j'ai le droit de faire, de venir et de cesser toute activité, enfin de couper ton compte bancaire. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? La compagnie était nickel au niveau de son audit, de ses fonds, des fonds ségrégés et tout ça. Et le président et le CEO de la boîte, si je me souviens bien, ils vont faire appel. Pourquoi? Bah parce que pour eux, ce n'est pas correct de faire cela. C'est un business qui était 100% légal et tout était OK. Et donc maintenant, bah, ils vont faire appel. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de cool. Et euh, donc voilà, donc ici bah, l'histoire va continuer, donc vous voyez que là bah, ce sont des choses qui se passent et vous voyez que là on a vu ça à travers le monde, ça arrive tout le temps. Et rappelez-vous que même maintenant on a un autre niveau, c'est que maintenant on vous permet de relier directement votre compte bancaire à un wallet ou un exchange ou quoi que ce soit. Donc au lieu de commencer à déposer de l'argent et d'attendre, bah, ça peut être fait de manière instantanée. Donc vous achetez instantanément via votre compte en banque directement à l'exchange ou au wallet. Et lorsque vous liquidez, ben, les bénéfices sont directement passés directement à votre compte en banque. Donc ça, c'est encore une autre phase qu'on a vu maintenant. Et j'ai vu que, bon, je suis client Wirex et Wirex vient de me dire, bah tiens, maintenant tu as la possibilité de faire cela. Donc je dis, ah bon, tiens, ah bon. Bah, donc voilà. Donc vous voyez que le monde évolue, le monde change. Maintenant, imaginez-vous que s'il y a un problème, enfin, les différentes banques que j'emploie, ils disent, bah non, maintenant, bah, il y a des problèmes ici et nous aussi, on arrête ce genre d'activité. Vous avez vu que c'était le cas aux États-Unis avec Visa, Mastercard et certaines banques, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America aussi. Et donc maintenant, bah, on verra si ça va arriver ici ou pas. OK?
Donc voilà, c'est tout pour cette semaine ici au niveau de notre crypto rapport. Donc vous voyez que c'était très chargé Wall Street parce que c'est la semaine Wall Street. Et donc là, on va suivre cela. Et donc moi, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous retrouve demain. Donc là, ouais, on a une longue émission, mais bon, c'était nécessaire de faire ce que l'on a fait. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Donc rappelez-vous, hein, maintenant, ben, ce genre d'information est ouvert à tous. Hein. Donc vous voyez que maintenant, on ne peut pas arrêter ça. Donc vous voyez que la seule manière de m'arrêter, ben, c'est de bannir mon compte YouTube ou comment dirais-je, comment dirais-je, que j'ai une restriction d'accès à Internet et que je ne puisse pas divulguer ce genre de news et ainsi de suite et avec vous, mais avec maintenant, bah voilà, hein, comme le blockchain, on ne peut pas nous arrêter. Et donc là, c'est ça, donc tout le monde va pouvoir profiter réellement de cette news. Donc voilà ce qu'on fait ici. Ok? Donc un grand merci à vous. Vous passez un excellent samedi et on se retrouve demain dimanche pour le Bit Dimanche. Donc là, on va analyser techniquement le Bitcoin journalier et en hebdo et toutes les autres cryptos en relation avec le Bitcoin. Donc Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et les dérivés du Bitcoin. Ok? Allez, excellent samedi, bon week-end et à demain. Bye bye.